Bonjour à tous. Je vais commencer aujourd'hui par une petite rétrospective dont le cadre est la Seconde Guerre mondiale. Mes auditeurs seront sans doute surpris de me voir faire une digression qui au départ semblera avoir peu de lien avec les problèmes de langue. Pourtant, le lien va être établi de manière explicite avant la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre. Nous sommes en pleine guerre, en 1943. Au début du mois de juin, le site de Peenemünde, en Prusse orientale, est photographié par hasard par un avion de reconnaissance anglais. Ainsi apparut, pour la première fois aux yeux des Alliés, un gigantesque centre d'essai où l'on mettait au point des fusées balistiques. Effarés par ce qui s'y préparait, les Anglais décidèrent de le détruire. Le 29 juin, de nuit, 571 bombardiers de l'armée de l'air britannique anéantirent les installations de Peenemünde. Les nazis durent réorganiser la production de leurs armes spéciales dans les usines souterraines proches du camp de concentration de Nordhausen. Les V1 et les V2 n'en ravagèrent pas moins les villes de Londres, Manchester, Coventry et Anvers. Mais le retard considérable causé au programme de von Braun et de ses équipes par cette intervention décida de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Si, comme prévu, les V1 et V2 eussent été opérationnels en nombre suffisant quelques mois plus tôt, le débarquement de Normandie n'aurait pas pu avoir lieu et les premiers missiles intercontinentaux n'eussent pas tardé à ravager les grandes villes de la côte est américaine. On apprit en effet, beaucoup plus tard, que l'équipe de von Braun travaillait aussi sur le V3, une fusée balistique qui eût été capable d'atteindre New York. De même, un commando réussit à anéantir en Norvège l'usine qui fabriquait l'eau lourde, indispensable aux Allemands pour la mise au point de la bombe atomique. Si cette opération hautement hasardeuse avait échoué, Hitler eût disposé du feu nucléaire dans les premiers mois de 1945. À la débâcle de l'Allemagne, von Braun est récupéré par les Américains avec Max Nowak, Heinrich Patz, Albert Schuller, Konrad Dannenberg et Ernst Stullinger. Tous seront immédiatement naturalisés américains pour les soustraire aux poursuites judiciaires des pays où ils sont directement responsables de la mort de milliers de citoyens. Helmut Gottrup, l'adjoint direct de von Braun, est récupéré par les soviétiques. Les deux doteront en quelques années l'Union soviétique et les États-Unis de toute une gamme de fusées directement inspirées du V2. Durant la période allant de 1933 à 1945, les Allemands ont inventé le radioguidage, des radars perfectionnés, et ils construisirent des détecteurs à rayons infrarouges tout aussi efficaces. Ils ont également inventé la chimie des anneaux à 8 atomes de carbone. Le 8 mai 1945, des missions d'investigation commencèrent à parcourir l'Allemagne vaincue. Les rapports de ces missions ont été publiés. Le catalogue seul comporte 300 pages. Que s'était-il passé ? En 1933, l'Allemagne nazie se retira du reste du monde. Les scientifiques allemands ne se rendirent plus aux congrès scientifiques internationaux et la liberté de déplacement à l'étranger fut restreinte pour tous les citoyens allemands. Pourtant, au cours des 12 années qui suivirent, les progrès scientifiques et techniques de l'Allemagne furent fantastiques. Ces minuscules 11 ou 12 ans de semi-autarcie avaient abouti à des développements techniques majeurs, insoupçonnés des Alliés. Les Allemands avaient pris, dans les sciences et les techniques, une avance énorme sur le reste du monde. Comment l'expliquer ? L'exemple de l'Allemagne d'avant-guerre est celui qui illustre peut-être le mieux le phénomène de spéciation intellectuelle que l'isolement culturel relatif engendre et qui est assez comparable à la spéciation naturelle en milieu isolé. La spéciation est le phénomène biologique évolutif qui aboutit à l'émergence de nouvelles espèces quand l'espèce mère est placée en isolation des autres espèces. Sur le plan intellectuel, plus on est isolé, plus on a de chances d'être libre de conduire sa pensée vers des rivages inexplorés, rivages qui sont comme des niches écologiques inoccupées. Plus on a des isolats de pensée et plus les chances sont grandes de trouver
des réponses originales à des problèmes qui n'eussent pas été solutionnables sans ces isolats. C'est pourquoi la plupart des véritables créateurs sont des gens qui peuvent paraître distants, songeurs ou absents et isolés dans leur monde endo-réel. Le véritable savant qui découvre ou invente quelque chose de vraiment nouveau correspond plus à l'image du professeur Tournesol qu'au grand communicant invité à la télévision pour nous parler de science. La spéciation de la pensée, phénomène crucial pour la progression de l'humanité, se trouve à l'heure actuelle extrêmement réduite en raison même de la mondialisation de la pensée, ce qui empêche cette pensée, comme pourrait dire un Prigogine, de bifurquer vers des voies d'auto-organisation de plus en plus complexes, en s'éloignant de l'équilibre ambiant. Sans spéciation intellectuelle, il y a peu de chances d'avoir des idées originales et vraiment nouvelles. Opérant dans des environnements assez hermétiquement cloisonnés, les recherches actuelles dans le domaine militaire donnent une assez bonne idée de ce à quoi permet d'aboutir le phénomène de spéciation intellectuelle. Par exemple, les formes et même les fonctions des avions à usage militaire diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre. Dans leur isolement, les ingénieurs russes travaillant pour le secteur militaire ont inventé les cranoplanes, un avion surprenant à ailes rognées, volant au ras des flots, grâce à l'exploitation d'un effet de surface, et qui allie ainsi la capacité d'un navire à la vitesse d'un avion, tout en réduisant la consommation de carburant des 2/3. Les Anglais, eux, inventaient l'avion libellule, comme le Harrier, et les Français inventaient le coléoptère et l'étonnant Trident, avion à statoréacteur qui est et sera un composant essentiel des aéronefs futurs, même si le Trident s'est vu déclassé à l'époque par un autre appareil en dépit de plusieurs records en vitesse ascensionnelle dans les années 50. Aujourd'hui, le Japon, ouvert en principe, mais farouchement particulariste, offre au monde des produits finis qui se comparent difficilement à ce que l'on peut trouver ailleurs. Même à l'ère de la mondialisation, il suffit d'examiner avec soin toute caméra, tout téléphone portatif, tout appareil photo numérique manufacturé au Japon pour reconnaître la marque de fabrique spécifique du peuple japonais sur de tels appareils. L'abondance des détails, la précision et la finesse d'assemblage, la qualité des matériaux utilisés et la fiabilité des mécanismes trouvent de nombreuses correspondances avec d'autres réalisations japonaises traditionnelles, telles que les kimonos de soie, la peinture classique ou l'art culinaire de ce pays, combiné à l'esthétique de la présentation des plats. En gestion des approvisionnements, les Japonais ont inventé la méthode Kanban, plus connue en Europe sous l'appellation du juste à temps ou du flux tendu, et qui encore aujourd'hui ne peut être vraiment appliquée avec un succès total qu'au Japon. On a d'ailleurs pu voir récemment, avec la pandémie de Covid, la fragilité des organisations industrielles fonctionnant en flux tendu, puisqu'il y a eu de très sérieuses interruptions d'approvisionnement qui ont bloqué l'activité d'usines, plus particulièrement dans le monde occidental. Les exemples que j'ai présentés ici illustrent ce que l'isolation relative entraîne. La science, la technique, la langue et la culture forment un tout indissociable. Il y a eu et il y a encore des sciences et des techniques françaises, japonaises, allemandes, chinoises ou britanniques, et elles ne sont pas les mêmes, car modelées par une longue histoire et des images sonores différentes, malgré l'universalisme de la science. Dans son ouvrage intitulé « Le regard éloigné », l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss pressent le rôle que joue la spéciation intellectuelle. Il écrit, je cite, « Sans doute nous berçons-nous du rêve que l'égalité et la fraternité régneront un jour entre les hommes sans que soit compromise leur diversité. Mais si l'humanité ne se résigne pas à devenir la consommatrice stérile des seules valeurs qu'elle a su créer dans le passé, capable seulement de donner le jour à des ouvrages bâtards, à des inventions grossières et puériles, elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même à leur négation,
car on ne peut à la fois se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui et se maintenir différent. Pleinement réussie, la communication intégrale avec l'autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l'originalité de sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquentes et rapides pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s'amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. On trouve les mêmes accents chez Du Bellay, qui publie sa défense et illustration de la langue française en 1549, et chez Montaigne, qui rejette la tendance de son époque à traduire systématiquement les ouvrages écrits en langue étrangère. Il écrit « Il fait bon à traduire les auteurs où il n'y a guère que la matière à représenter, mais ceux qui ont donné beaucoup à la grâce et à l'élégance du langage, ils sont dangereux à entreprendre. » En fait, Montaigne ne fait nullement du chauvinisme en semblant condamner la traduction. Ce qu'il préconise pour le français, il l'accepte aussi pour les autres langues. Ce que certains pourront interpréter comme un repli sur soi-même provient du désir chez Montaigne, comme chez Du Bellay, et beaucoup d'autres de leurs contemporains, de produire par eux-mêmes et pour eux-mêmes de grandes œuvres en complète indépendance mentale par rapport à ce qui se fait ailleurs à leur époque. Ce mouvement est à l'origine du prodigieux essor de la langue et de la littérature française qui aura lieu dès la Renaissance et qui se poursuivra ainsi durant plusieurs siècles. Le neuropsychiatre Claude Rifat, qui a participé à la rédaction du 3e tome de mon bouquin intitulé « La nouvelle guerre contre l'intelligence », m'a annoncé un jour regretter ces grands monastères où les penseurs pouvaient donner libre cours à la spéciation de l'intellect. Selon lui, il ne faut surtout pas vivre dans un milieu homogène qui empêche tout écart loin de l'équilibre. Chaque culture sous-tendue par la langue dont elle est née est ainsi un isolat de pensée, et donc l'homogénéisation actuelle, issue de la mondialisation, un phénomène qui ne relève en rien du hasard, est un fléau, une sorte d'Alzheimer intellectuel. Tout système vivant tend naturellement à une diversification maximale à l'intérieur de ce qui est possible, bien entendu. Le triomphe de la création est dans sa diversité et la manière dont nos différences se combinent pour créer du sens et de la beauté. La pensée unique actuelle, issue du néolibéralisme et des impératifs économiques des grandes sociétés commerciales, bloque irrémédiablement la diversification des divers types de pensée, ce qui est une tragédie intellectuelle de première grandeur, une monstruosité philosophique. En fait, le fait que l'Amérique protestante états-unienne a réussi à imposer sa vision du réel en Occident débouche sur un fantastique appauvrissement. Ce à quoi nous assistons n'est pas un phénomène évolutif, mais involutif, un retour en arrière marqué. La mondialisation est en fait un phénomène involutif, régressif, ramenant l'essor de la pensée vers un bouillon homogène, indifférencié, une sorte de proto-pensée archaïque. De la dissension, de la variété sociale, naissent la créativité, l'imagination et l'invention. Elle ne découle pas d'un consensus imposé et de propos artificiels qui prétendent à l'universalité. Nous sommes donc dans un cul-de-sac évolutif dont nous ne pourrons sortir qu'en recréant des isolats de pensée, car chaque système nerveux est un peu un univers-île, comme le sont les galaxies, le résultat d'une évolution particulière. Il est donc impératif de bloquer toute tentative d'homogénéisation culturelle. La mondialisation, la prétendue ouverture des sociétés est en fait, paradoxalement, fermeture, car plus on ouvre, plus on nivelle, comme lorsqu'on mélange de l'encre et de l'eau. La spéciation intellectuelle agit, elle, un peu comme des fluides non miscibles. Elle permet à chacun d'avoir des univers-îles mentaux coexistant sans se dissoudre dans un état de plus grande entropie,
donc de moindre information. Cette spéciation, c'est l'auto-organisation spontanée de la conscience vers des états de plus grande complexité structurale et informationnelle. Il est effarant de constater que le système actuel ne favorise absolument pas l'émergence de nouveaux auteurs, de nouvelles idées, de l'originalité, des nouveautés en général, mais au contraire le maintien du mandarinat et de l'expertocratie dont les idées éculées sont sans cesse remises en exergue. J'ai cité l'exemple de l'Allemagne qui, entre 1933 et 1945, avait accompli des progrès techniques et scientifiques majeurs. Mais le même phénomène survint dans la France occupée entre 1940 et 1944, en dépit du fait qu'il ne fut bien évidemment pas suivi d'applications militaires. Les revues scientifiques allemandes, si importantes en physique et en chimie à l'époque, n'arrivaient plus qu'au compte-gouttes. Les revues de langue anglaise avaient disparu. La communication interne entre scientifiques et chercheurs français dans un pays coupé en deux était devenue difficile. Pourtant, durant cette période, un certain Jacques Monod soutient une thèse qui sera couronnée du Nobel en 1965. Celle de Laurent Schwartz, qui parut à la même époque, allait, 7 ans plus tard, valoir la médaille Fields à son auteur. Le biologiste Bernard Alpern synthétisa le premier antihistaminique, l'Antergan. Louis Nel, qui obtint le prix Nobel en 1970, et son groupe de recherche obtint 40 brevets essentiels et publia plusieurs articles incontournables en physique fondamentale. Antoine Lacassagne de l'Institut du Radium publia 31 articles décrivant des thérapies anticancéreuses, tandis que ses collègues en produisirent une centaine tout aussi essentielles durant la même période. Terriblement handicapé dans ses moyens, incapable de communiquer avec quiconque, la recherche scientifique de cette période sombre de l'histoire nationale française n'en obtint pas moins de brillants résultats. Aujourd'hui, cette recherche suit les tendances et, en dépit de budgets plus ou moins adaptés, elle a fait fuir les esprits les plus brillants. Les jeunes chercheurs sont tenus de travailler dans une unité de recherche travaillant sur un sujet accrédité. Ceux qui veulent créer leur propre programme de recherche sont considérés comme des électrons libres et encourent des difficultés professionnelles. S'ils ne sont pas protégés par la titularisation, ils courent le risque de perdre leur poste. Une culture vraiment universaliste devrait autoriser la spéciation intellectuelle de chacun de nos univers-îles mentaux pour le plus grand bien collectif, la diversité assurant alors un certain équilibre dans la métastabilité. La spéciation intellectuelle ne peut qu'engendrer des isolats de pensée complexes, c'est-à-dire une augmentation du niveau de conscience individuelle. De la même façon que les espèces nouvelles naissent par la compartimentalisation physique, les consciences nouvelles naissent par l'isolement, loin de l'équilibre qui, lui, homogénise. Bien sûr, il ne s'agit pas de réinventer la roue, et il est nécessaire de savoir ce qui a été fait dans un domaine de recherche lorsqu'on s'y intéresse. Toutefois, il ne s'agit pas de cela. L'homogénéisation de la pensée dans le monde occidental entraîne la destruction d'une quantité d'objets informationnels qui, par recombinaison avec d'autres objets informationnels, devraient ouvrir l'avenir de l'humanité vers toutes les solutions évolutives possibles. Détruisant ces champs des possibilités, nous détruisons les voies d'évolution possible de l'humanité dans son ensemble, en l'enfermant dans des culs-de-sac évolutifs, représentés par des imaginations stérilisées, des stéréotypies de pensée et des comportements mimétiques dus à la faiblesse du nombre d'objets informationnels conservés dans les mémoires individuelles des participants de l'humanité. La mondialisation a abouti à une destruction et à une dédifférenciation de la pensée générale de l'humanité. L'isolement relatif est la condition sine qua non du phénomène évolutif, car c'est l'isolement qui permet à la différence génique ou autre de se conserver et de se propager au lieu de se dissoudre dans l'homogénéité d'un bassin génétique ou culturel. L'observation de la spéciation et des morphogénèses
nous enseigne que les isolats jouent le rôle moteur de la spéciation. C'est pourquoi nous devons favoriser la différenciation des cultures, elle-même basée sur la différenciation des langues. L'autarcie relative permettant ainsi l'évolution par spéciation différentielle. L'autarcie est exactement l'inverse de la mondialisation. Par ailleurs, l'autarcie relative protège des crises survenant à des milliers de kilomètres, car les sociétés autarciques s'adaptent aux biocénoses et aux économies locales. La biocénose est une association équilibrée d'animaux et de végétaux dans un même biotope. L'autarcie assure l'indépendance totale de la pensée, qui peut dès lors se développer à son rythme particulier et se spécifier dans ses directions propres. On voit donc la relation évidente entre langue et spéciation. Comme on l'a vu avec Humboldt dans la vidéo numéro 8, chaque groupe ethnique, grâce à sa langue distincte, constitue une différenciation par rapport aux autres, qui aboutit, comme on l'a vu, à des créativités différentes pour le plus grand bien de tous, grâce aux passerelles entre ces groupes qui sont fournis par la traduction. Si la spéciation intellectuelle et culturelle est souvent niée sous le rouleau compresseur d'une mondialisation prétendument bénéfique, elle l'est au nom d'un modèle socio-mental spécialisé qui cherche à réappliquer les mêmes solutions quels que soient les problèmes rencontrés. Cette spécialisation, en réduisant le champ des possibles de l'adaptation, rend les espèces spécialisées dangereusement instables par rapport à leurs possibilités de survie. Et en général, ces espèces, trop spécialisées, finissent par s'éteindre, car elles sont incapables d'évoluer. D'ailleurs, si l'homme a réussi évolutivement jusqu'à présent, c'est qu'il était un champion de la non-spécialisation grâce à sa néothénie. La néothénie, c'est la coexistence chez un animal des caractéristiques larvaires et de l'aptitude à se reproduire. La néothénie est une caractéristique qui combine à la fois des traits propres à l'enfance et à la maturité. 3 bons exemples de spécialisation du mode de comportement sont constitués par le panda, le koala et le tamanoir fourmilier. Le panda s'est engagé dans un cul-de-sac évolutif en se spécialisant de plus en plus intensément vers un mode de comportement alimentaire, son goût unique du bambou. Le résultat de cette spécialisation est que le panda a lié son sort à celui des bambous. Le seul avantage lui étant procuré étant l'absence de concurrents. Ce n'est pas un gros avantage et si le bambou venait à disparaître, les pandas mourraient car ils se sont bloqués toutes les portes ouvertes de l'alimentation. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce cas a été observé. Le koala, lui, s'est spécialisé dans un domaine sans concurrent, les feuilles d'eucalyptus, et pas n'importe lesquelles, car le koala fait des distinctions de feuilles. L'avantage, c'est l'absence de concurrence. Le désavantage est que, si les eucalyptus disparaissaient, le koala, lui aussi, disparaîtrait. Dernier exemple, celui du tamanoir fourmilier, dont la spécialisation extrême a engendré un animal morphologiquement bizarre et au régime alimentaire très spécialisé. Toutes ces espèces ont conquis des écosystèmes particuliers en détruisant leur capacité évolutive par la spécialisation du mode de leur comportement. Il est intéressant de constater que cette loi de biologie générale explique aussi l'évolution et la disparition des cultures humaines. L'évolution se fait toujours à partir d'une espèce peu spécialisée qui ensuite se divise en différentes branches à spécialisation croissante. On retrouve le même schéma dans l'évolution des cultures, évolution commençant par une culture peu spécialisée, ayant trouvé une stéréotypie comportementale lui permettant d'avoir l'avantage sur les autres cultures environnantes, de façon à les éliminer et à s'y substituer, car les processus biologiques tendent toujours vers la plus grande extension possible. La spécialisation du mode de comportement culturel se fait par la spécialisation du mode de pensée, c'est-à-dire par l'établissement d'un ensemble de stéréotypies mentales assurant à cette culture un avantage décisif sur les autres cultures environnantes. Le problème inévitable est alors qu'une culture spécialisée s'enfonce toujours dans un cul-de-sac évolutif.
comme dans le cas des koalas ou des pandas, en réagissant aux variations du milieu par une spécialisation encore plus grande de sa pensée. Cette culture creuse inéluctablement sa propre tombe, car elle n'a pas d'autre choix pour réagir aux variations du milieu que d'appliquer toujours et encore les mêmes techniques qui lui ont permis d'établir sa domination sur les autres. On peut prendre pour exemple la spécialisation du mode de pensée de l'oligarchie états-unienne. Ayant conquis un avantage biologique expansionniste grâce à un ensemble de stéréotypies de pensée, il est normal que ces oligarques réappliquent ces stéréotypies à chaque fois qu'ils rencontrent une barrière de résistance qu'ils veulent franchir. C'est là que se trouve le piège évolutif. La spécialisation de plus en plus intense a pour conséquence une réduction croissante de l'adaptabilité mentale face au réel. Qui dit hyperspécialisation dit toujours fermeture évolutive. On le constate de manière cruciale chez les États-Unis, qui ne comprennent strictement plus rien en politique internationale et qui cumulent les gaffes et les erreurs sans se rendre compte de l'évolution du monde non occidental et en réappliquant encore et toujours les mêmes stéréotypes de pensée. Quand une culture dont le mode de pensée est devenu trop spécialisé rencontre des événements extérieurs dangereux pour elle, auxquels elle manque de choix pour répondre de façon gagnante, elle finit par s'écrouler subitement pour laisser la niche culturelle dégagée à une culture moins spécialisée. Ainsi naissent et meurent les civilisations. Nous ne devons pas être surpris du fait que la Chine émerge économiquement, techniquement et scientifiquement, car le peuple chinois, de par sa langue et son système d'écriture, vit dans une isolation relative depuis des siècles, bien qu'elle a influencé considérablement toutes les civilisations alentour. Après avoir récupéré sa pleine et entière souveraineté politique et retrouvé son équilibre, la Chine, qui a parfaitement assimilé les sciences occidentales, peut maintenant exploiter l'originalité de ses intellectuels et chercheurs pour créer réellement. Le fait qu'un tokamak supraconducteur expérimental chinois vienne de battre un record en maintenant un plasma chauffé à plusieurs dizaines de millions de degrés pendant plus de 17 minutes n'est pas un hasard. Je parle ici des recherches sur la fusion nucléaire, bien sûr, mais la créativité chinoise actuelle est évidente dans beaucoup d'autres domaines, comme en atteste le nombre de brevets qu'elle dépose, même si les brevets ne mesurent que partiellement l'inventivité d'un peuple. Laurent Laforgue, un mathématicien français qui reçut la médaille Fields en 2002, explique que les scientifiques pensent que les mathématiques françaises continuent à être publiées en français à cause de l'exceptionnelle vigueur et de la qualité de l'école française de mathématiques. Il pense que la relation de cause à effet est en fait exactement inverse. Pour lui, c'est parce que l'école française de mathématiques continue à publier en français qu'elle conserve son originalité et sa force. Cette relation ne peut pas être expliquée par la science, mais par les conditions psychologiques, morales et spirituelles qui rendent la créativité scientifique possible. Il écrit, je cite, « Sur le plan psychologique, faire le choix du français signifie pour l'école française qu'elle ne se considère pas comme une quantité inéluctablement négligeable, qu'elle a la claire conscience de pouvoir faire autre chose que jouer les suiveuses, et qu'elle ne se pose pas a priori en position vassale. Bref, ce choix est le signe d'une attitude combative, le contraire de l'esprit d'abandon et de renoncement. Bien sûr, un esprit combatif ne garantit pas le succès, mais il est nécessaire. Comme dit le proverbe chinois, les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne livre pas. Sur le plan moral, c'est-à-dire sur le plan des valeurs qui est plus important encore, le choix du français, ou plutôt l'attitude détachée vis-à-vis de la langue actuellement dominante dans le monde scientifique, signifie qu'on accorde plus d'importance à la recherche en elle-même qu'à sa communication. En d'autres termes, on écrit pour soi-même et pour la vérité, avant d'écrire pour être lu. L'amour de la vérité passe avant la vanité.
Il ne s'agit pas de renoncer à communiquer avec les autres. La science est une aventure collective qui se poursuit de siècle en siècle et même le plus solitaire des chercheurs dépend complètement de tout ce qu'il a appris et continue à recevoir chaque jour. Mais refuser d'accorder trop d'importance à la communication immédiate, c'est se souvenir du sens de la recherche scientifique. Le plan culturel et spirituel est le plus difficile à saisir, le plus hasardeux. Pourtant, il est peut-être le plus important de tous, celui où il y a le plus à perdre, mais aussi à gagner. La créativité scientifique est enracinée dans la culture, dans toutes ses dimensions, linguistiques et littéraires, philosophiques, religieuses même. Werner Heisenberg, fils d'un professeur de grec ancien et l'un des fondateurs de la mécanique quantique, en a témoigné dans ses écrits autobiographiques où il insiste constamment sur l'importance de la culture générale, du rôle qu'ont joué dans sa vie de physicien ses lectures philosophiques, en particulier Platon, qu'il lisait en grec. Alors, gardons la diversité linguistique et culturelle dont se nourrit la science. Il n'existe pas de malédiction de Babel. La diversité des langues constitue une richesse qui est la condition sine qua non du progrès de l'humanité dans un respect mutuel de nos différences. Désolé pour avoir été un peu long, dans la vidéo numéro 10, nous verrons comment, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les anglo-saxons ont manœuvré pour imposer l'usage de l'anglais en sciences et en technologie un peu partout, en Occident, et nous nous attarderons sur les conséquences de cette volonté d'hégémonie linguistique. Bonne fin de journée à tous.